Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Moussino et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau format sur la chaîne intitulé le Jeu Talk. Alors le Jeu Talk, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est l'idée de rassembler 4 reviews dans une seule vidéo, vous donner à chaque fois un petit synopsis, comment on joue et surtout les points positifs et négatifs et vous donner ma conclusion si c'est un jeu qui est fait pour vous ou alors pas du tout. Allez, première édition du Jeu Talk, c'est parti, générique. Pour ce premier numéro de Jeu Talk, eh bien, je vais vous parler aujourd'hui de Harry Potter Hogwarts The Battle, le deck building de chez ESA Police. On passera ensuite sur un autre jeu de cartes nordique qui sent le teint frais avec God of War. Nous passerons sur l'univers médical des infirmiers et des soins palliatifs avec Holding On, la vie de Billy Kerr, pour finir ensuite sur Zombicide Invaders, jeu chez Cool Mini or Not. On commence avec un jeu d'infirmier intitulé Holding On, la vie de Billy Kerr. Alors grosso modo, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs qui est chez Up Games, qui est sorti là en 2019, distribué par Asmodée en français. Ça vaut à peu près une 40 € et c'est du full coopératif, soit tout le monde gagne ou tout le monde perd. Dans ce jeu, vous allez prendre et endosser le rôle d'infirmier et vous occuper de Billy Kerr qui est un passager en fait qui est venu avec un arrêt cardiaque et du coup vous essayez un peu de subvenir à ses besoins et surtout à sa vie qui est en train de s'effondrer, mais il ne veut pas mourir avec ses anciens démons et il a des secrets donc il faudra enfouir. Si on regarde un peu le plateau de jeu, il est composé de telle sorte. Les joueurs vont jouer directement des petits infirmiers que vous allez avoir ici. Ils vont être dotés aussi d'aides-soignants et des urgentistes. À chaque tour de jeu, vous allez avoir un chef de service qui va avoir ce petit cadran ici et vous allez avoir 3 moments de la journée, c'est-à-dire le matin, le moment du midi ainsi que le moment du soir. Vous allez révéler à chaque fois 3 cartes. Les cartes vont avoir plusieurs incidences. Ils vont montrer l'état de santé et les urgences surtout de Billy Kerr ainsi que de son moment de santé. À son tour de jeu, dès qu'on résout une carte, on peut placer soit nos jetons infirmiers ainsi qu'un aide-soignant ou bien des urgentistes. Alors gardez en l'esprit que quand vous posez 2 personnes, vous pouvez choisir ensuite l'une des 2 choses sur la carte, c'est-à-dire soit sauver les états de santé de Billy Kerr pour pas justement qu'il descende et qu'il se trouve directement mort puisque c'est une fin de partie, ou bien encore faire une action de soins palliatifs où là vous allez soit gagner des jetons qui sont des jetons cœur comme celui-ci, ou bien encore essayer de fouiller dans ces souvenirs indécis. Les souvenirs indécis, vous choisissez le nombre de cartes, vous piochez toujours une carte à la fin, ça va vous donner des événements ou bien encore une petite carte illustrée comme celle-ci qui vous donne une phrase d'ambiance. Une fois que vous avez fini tout ceci, vous arrivez à la fin de journée. Alors la fin de journée, plus on va poser de personnes et plus justement ça va être un peu compliqué de récupérer des cœurs puisque les cœurs reviennent uniquement quand vous faites des actions précises ou alors quand vous avez des petits infirmiers qui restent encore dans la salle de repos. Gardez en tête que vous pouvez toujours récupérer des infirmiers qui ont précédemment évolué par exemple en après-midi pour les faire ramener du soir, mais ils vont être dotés de jetons stress. Et les jetons stress, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que justement au prochain tour, ils vont être obligés d'aller au repos pour justement enlever l'ensemble des jetons sieste. Les urgentistes ne possèdent pas de jetons sieste, mais dès que vous les utilisez, ils ne reviennent pas au prochain tour, il faudra attendre 2 tours. Une fois que cette phase est finie, on va passer ensuite à une phase de panorama où vous allez discuter avec l'ensemble des joueurs autour de la table. C'est-à-dire que toutes les cartes que vous allez récupérer vont avoir des petites écorchures et surtout vous donner une petite panorama comme vous pouvez le voir ici. Ce sont des souvenirs indécis. Qui dit souvenirs indécis dit souvenirs très brouillés. Il va falloir faire des actions de discussion pour piocher des cartes de mémoire vraiment très centrées et où on arrive vraiment à se répertorier des choses pour que chaque chose va avoir une illustration bien définie. C'est-à-dire que là on passe sur du brouillon, mais là on voit que c'est une illustration pleine qui sera directement ici. Vous dotez de plusieurs scénarios et les scénarios vont vous pousser à faire plusieurs choses, etc. Donc ça reste un jeu qui est avec une dimension et un thème très mature et on est dans le vrai vif du sujet de la maladie. Allez, on passe maintenant au point positif du jeu. Alors le premier point positif ici du jeu, c'est un jeu quand même qui a une très bonne dynamique, une très bonne et une très forte thématique sur l'univers de la maladie. Alors effectivement, en le disant comme ça peut paraître un peu saugrenu, mais gardez en esprit que c'est une vraie expérience enrichissante que vous allez avoir à l'intérieur. Il est doté et fait de mécanismes et de gameplay qui sont vraiment très simples, mais avec un thème qui est très fort et surtout avec une petite cohésion et une discussion autour de groupe qui n'est non pas négligeable.
Mais qu'en est-il des points négatifs? Effectivement, vous savez qu'il y a toujours des points positifs et négatifs dans un jeu. Alors le premier ici point négatif qu'on va avoir, et les points négatifs essentiellement, ça va être bien le tirage au sort que vous allez avoir dans les cartes. Effectivement, si vous tombez uniquement sur des cartes d'urgence, bien vous allez voir que finalement ça va être très compliqué de subvenir aux besoins de Billy Kerr. Mais il y a aussi un petit problème dans ce jeu, c'est le fait du gameplay où on va juste tirer des cartes et ça va se résoudre à tirer des cartes, essayer d'anticiper des choses, retirer des cartes, essayer d'avoir des cartes qui vont nous permettre de pallier à certains moments et aux fragments de ces souvenirs. Donc tout ceci, tout l'aléatoire est très confus et c'est vrai que ça peut vous poser un peu des problèmes en jouant malheureusement. Alors finalement, en conclusion, que faut-il retenir de cet Holding On? Alors, c'est une expérience assez enrichissante si vous aimez les jeux coopératifs, si vous aimez les jeux en fait où vous essayez de vous raconter une histoire et surtout que l'aléatoire ne vous gêne pas, vous allez vraiment passer une très bonne expérience de jeu sur Holding On puisqu'il a un thème très mature, le thème de la mort, l'accompagnement aux soins palliatifs des infirmiers, etc. Donc tout ça est très retransmis. Maintenant, il y a un petit couac dans ce jeu et que j'ai ressenti, c'est qu'en fait, autour du jeu, vous faites toujours la même chose. Vous essayez de piocher des cartes, vous essayez de contrer le hasard en disant « bah tiens, je vais piocher tant de cartes pour essayer justement d'avoir lors de la phase de dénouement où vous allez vous parler avec les infirmiers, de recentrer ses pouvoirs et ses choses et ses souvenirs. Gardez en tête que si vous n'arrivez pas à subvenir aux éléments flous, tous les éléments qui sont un peu pleins, vous les défaussez directement. Donc c'est un peu rageant et c'est un peu compliqué du coup. Vous avez plusieurs scénarios, vous pouvez les rejouer. Mais bon voilà, c'est une vraie expérience, on comprend très bien ce que les auteurs ont voulu faire et ça marche très bien. Gardez quand même en tête que c'est quand même mécaniquement très pauvre et que malheureusement, pour une quarantaine d'euros, il y a quand même mieux à côté. Donc si vous aimez une bonne expérience et si vous recherchez ceci, pourquoi pas. Maintenant, si vous cherchez un très bon coop, il y a quand même de très bons coops quand même à côté. On passe maintenant au deck building Harry Potter, celui qui a fait du barouf un peu quand il est sorti en version US et il revient ici en version française, édité chez USA Police, surtout distribué par Asmodée en français. Ça vaut grosso modo 40 à 50 euros. Alors dans ce jeu d'Harry Potter, qu'est-ce qu'on va devoir voir? C'est un jeu de deck building très simple et au fur et à mesure que vous allez ouvrir des paquets, puisqu'à l'intérieur vous allez avoir différents paquets de cartes, vous allez jouer et retracer les 7 différents films. Alors on va avoir directement, comme on le voit ici, Harry, mais on va avoir en fait Harry sous 3 versions, la version petite, la version ado et on va dire ensuite la version adulte. Bien évidemment, vous montez et c'est les boîtes qui vont vous donner quelle version de Harry vous allez prendre. Le deck building est constitué en quoi ici? Vous allez avoir un deck de base qui est constitué de 10 cartes, vous en prenez 5 à votre début de tour et ensuite vous êtes fin prêt à jouer. Alors, de quoi est composé le plateau? Ici on va avoir les achats, les sorts, les alliés ainsi que les objets et nous allons ici avoir la terreur. Alors comment on gagne à Harry Potter? On gagne dès qu'on a détruit l'ensemble des vilains qui se trouvent ici et on perd de différentes façons, soit tout le monde est mort ou soit il y a beaucoup de menaces. Du coup, dès que vous avez l'ensemble des menaces sur les différents lieux, Poudlard est directement envahi par les sinistres sbires des différentes personnes très néfastes. Donc à son tour de jeu, on commence par prendre une carte ici et on la retourne. On nous dit ensuite ce qui se passe, etc. C'est l'événement. Ensuite, nous allons faire la phase des ennemis et c'est les ennemis qui vont nous dire, par exemple ici, à chaque fois qu'un marqueur est ajouté ici, puisque dès qu'il y a plusieurs marqueurs, on change de scène, on retire directement des points de vie ou autre chose. À son tour de jeu, une fois qu'on a tiré une carte d'événement et ensuite qu'on a fait la résolution des vilains vers nous, nous allons jouer nos cartes. Alors pour jouer nos cartes, rien de plus simple, on va avoir des cartes qui vont nous permettre de gagner de l'argent, par exemple Aloho Mara qui nous permet de gagner une d'argent qu'on va mettre directement ici, et des cartes qui vont nous permettre de gagner soit des points de vie ou alors soit des éclairs, les éclairs étant directement les dégâts qu'on va infliger, puisque vous voyez ici, dès qu'il y a 7 points de vie, il meurt directement, et on met les dégâts directement dans cette petite colonne ici. Donc on va passer sur une phase d'achat, on peut mixer toutes les choses, etc. Dès que vous gagnez et vous récupérez une carte, vous la mettez bien évidemment dans la défausse, ça c'est commun à l'ensemble des deck building. Vous allez avoir des alliés qui vont vous permettre de jeter des dés pour gagner de la puissance aux pièces, tirer des cartes ou alors regagner des points de vie, et vous allez ensuite faire tout ceci. Gardez uniquement en tête que dès que vous avez fini et dès qu'il vous reste des cartes dans la main, vous les mettez dans votre défausse et toutes les pièces, les éclairs que vous n'avez pas utilisés, vous les défaussez aussi directement. Gardez en tête, cependant, il y a une petite subtilité là-dessus. Si vous gagnez des cartes, si vous gagnez plus précisément des éclairs ainsi que du pognon directement,
et que ce n'est pas votre tour, donc le tour suivant, hein, s'il y a une autre personne qui vous fait gagner des choses ou des points de vie, etc., vous les gardez, mais vous défaussez uniquement tout ceci à la fin de votre tour. Et vous commencez, vous recommencez, vous recommencez, jusqu'à ce que Poudlard et toutes les scènes ont été directement envahies, ou jusqu'à ce que vous gagniez directement la partie en détruisant l'ensemble des sbires. Allez, on passe au point positif de ce Hogwarts Battle d'Harry Potter. Alors, les points positifs qu'on peut trouver ici, c'est un jeu qui est très thématique à Harry Potter, vous allez adorer si vous aimez vraiment l'univers d'Harry Potter. Vous allez vraiment aimer ce deck building puisqu'il est très simple avec un gameplay qui est vraiment évolutif, donc ça c'est intéressant de le noter. Vous allez avoir en fait différentes boîtes à l'intérieur, donc 7, qui vont vous proposer de retracer déjà d'une part les 7 films, mais surtout de vous proposer toujours un gameplay ainsi que des astuces et des options qui sont supplémentaires. Bien évidemment, le jeu réside quand vous mixez l'ensemble de cette boîte directement. Il y a une replay value qui est assez intéressante, il y a un vrai esprit coopératif à l'intérieur et c'est vraiment très sympa de le noter puisqu'on est très thématique dans Harry Potter avec des images qui sortent du film. Allez, on passe aux points négatifs, les points qui fâchent et où tout le monde est vraiment mécontent et ils ont envie de vomir sur la table. Alors les premiers points négatifs et ce qu'on peut retrouver de vraiment pas bon dans ce Hogwarts Battle, c'est l'aspect hasardeux qui peut vraiment finir vos parties en quelques tours. C'est-à-dire que vous allez tirer l'événement qui ne va pas du tout, vous allez tirer les ennemis qui vont comboter avec les événements, etc. Et on va vous dire par exemple, vous ne pochez pas ce tour-ci. Pour un deck building, si vous ne pochez pas et si vous avez une main de cartes qui représente que de la pioche, vous allez être un peu frustré. Donc on va avoir ce petit côté aléatoire qui peut être frustrant et on va avoir aussi ce côté blocage qui vraiment va vous enquiquiner alors que vous avez vraiment tout un setup dans votre tête. Vous allez aussi avoir un problème sur, on va dire, la replay value, si vous attendez vraiment à avoir différents monstres, etc. supplémentaires, ça va être compliqué ici un peu, puisque dès que vous allez faire une vingtaine peut-être de parties, vous allez tourner toujours en rond. Et c'est toujours la même chose, ça se rafraîchit pas beaucoup. Je sais que de mémoire, il y a des extensions qui devraient sortir et qui vont sortir, je l'espère, puisque c'est ces extensions qui vont permettre, je pense, de garantir une vraie rejouabilité, une vraie fraîcheur sur la longue durée de ce jeu. Alors finalement, que faut-il retenir de ce Hogwarts Battle Harry Potter? Est-ce que je vous le recommande ou pas du tout? Si vous aimez et si vous êtes fan d'Harry Potter, foncez directement puisque vous allez vraiment rentrer à l'intérieur et vous allez trouver toutes les gimmicks et surtout tous les petits clins d'œil qui font office à cette saga qui est maintenant légendaire et qui a fait grandir les personnes comme vous, alors qui a rafraîchi d'autres personnes. Si vous aimez l'ensemble du deck building, c'est un deck building qui est très sympa aussi, faut pas cracher non plus dessus, mais ça vous permet surtout, avec son aspect un gameplay qui est très, on va dire, simple et très accessible et très frénétique, de faire rentrer des personnes dans le genre du deck building. Là où on se dirait, le deck building c'est un peu compliqué, il faut quand même chercher un tout petit peu. Là franchement, en 2-3 tours, un novice, et j'ai joué avec des novices, pourrait rentrer assez facilement. Donc voilà, il n'y a aucun souci là-dessus. Maintenant, gardez en tête que moi, j'aime pas trop Harry Potter, je suis pas tellement fan de la saga. Je reconnais c'est un deck building qui est très simple et qui est très frénétique, très axé sur la baston, la coopération. Voilà, moi, ça m'a pas transcendé pour une quarantaine, cinquantaine d'euros. Moi, je dirais à des puristes qui n'aiment pas vraiment Harry Potter et le genre du deck building, qui a clairement mieux à côté. Donc si vous aimez Harry Potter et le deck building, vous pouvez foncer sans problème. Si vous êtes comme moi, amateur et fanat des deck building, mais de pas trop Harry Potter, franchement, vous pouvez quand même passer à côté. Et on passe maintenant à un autre jeu de cartes, toujours du deck building, avec celui de God of War, tiré de la licence God of War de jeu vidéo, et c'est édité chez Cool Mini or Not. Alors dans ce jeu de deck building à dimension tatane baston nordique, vous allez de 1 à 4 joueurs endosser le rôle d'Atreus, de Kratos ou bien encore de Freya et des jumeaux qui vont devoir réaliser à la fois des quêtes que vous voyez ici pour ensuite prétendre à tuer l'un des boss que vous trouvez ici et vous allez avoir en fait différentes choses à faire à l'intérieur. Alors à son tour de jeu, on a un deck qui est constitué d'un paquet de cartes comme celui-ci où vous récupérez 7 cartes. Une fois que les 7 cartes ont été faites, vous allez ensuite évoluer dans un panorama, une sorte de sphère comme ça avec des cartes qui peuvent se retourner. Vous allez avoir des petites silhouettes pour mettre justement la position de vos personnages, sachant qu'ils peuvent se mettre uniquement sur le line-up de la fin. À son tour de jeu, on va regarder ces cartes et on va faire plusieurs choses. On va pouvoir se déplacer mais uniquement une fois n'importe où. Alors gardez en tête qu'il y a toujours 2 placements sur
sur un panneau, c'est-à-dire que si je viens ici avec Atreus, je lui prends directement sa place et Atreus se met directement derrière moi. Ça va permettre de tanker différentes attaques qui pourraient être établies sur Atreus. Donc à son tour de jeu, je regarde par exemple, je veux taper ici directement au corps à corps. Alors pour taper, rien de plus simple, le corps à corps c'est le line-up du bas et tout ce qui est ensuite au-dessus, il faut que vous ayez du range, c'est-à-dire des fléchettes ou alors des cartes jaunes comme ça qui permettent de faire du range. Donc je vais pouvoir taper par exemple ici qui a 3 points de vie et qui surtout attaque avec 1 de force ici et surtout à côté. Alors c'est résumé comment? Pour pouvoir taper, on va devoir jouer une carte qui va nous permettre de faire de la tatane, c'est-à-dire ici je fais de la tatane à plus 2, je rajoute ça me donne plus 1, je suis à 3, je rajoute ça me fait par exemple 4, et je rajoute ça, soyons fous, ça me fait 6. Pourquoi on va jouer de fortes valeurs à chaque fois et d'optimiser un peu son jeu sur les dégâts et renforcer les bonus? Pour la simple et bonne raison que dès que vous avez fini de faire votre attaque, d'initier une attaque, on va lancer le dé et le dé va de 0 jusqu'à 5 boucliers, c'est-à-dire le nombre de dégâts que la personne va absorber en plus de son bouclier qui se trouve. Donc par exemple ici je lance, je fais 1, j'ai fait 6, il lui fallait uniquement 3, j'ai vaincu directement cet ennemi. Quand on tue un ennemi, on peut avoir différentes choses. On peut avoir un petit symbole avec le crâne qui nous dit de retourner la carte. Et là, quand on retourne la carte, on peut avoir différentes choses. C'est-à-dire que là, on nous dit que si la colonie est détruite, on pioche 2 cartes. Si la colonie n'est pas détruite, on ajoute une carte rouge à notre deck. Du coup, ajouter une carte rouge, c'est la prendre et la rajouter directement dans notre deck. Et on voit ici, la colonie, elle a combien? Elle a 60 points de vie. C'est-à-dire qu'il va falloir détruire la colonie, essayer de faire des scénarios, etc. Au fur et à mesure du jeu, une fois que vous avez fait tout ceci, on va ensuite tirer une carte du deck amélioration et regarder la rune qui se trouve ici en haut à droite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin du tour du joueur, on va activer toutes les cartes qui sont susceptibles d'être activables avec la petite rune du F, c'est-à-dire qu'ici on n'a pas de rune F, du coup cette carte ne va pas servir ce tour-ci. Par contre, elle va servir dans le deck d'amélioration qui va arriver à la fin du tour, puisque dès que le deuxième joueur a joué Atreus, on va refaire la même chose, on va activer les personnes, hop, c'est encore une rune, on va la mettre ici. Et dès que tout le monde a joué, il se passe une phase d'amélioration, c'est-à-dire qu'on va tirer une nouvelle carte et on va mettre ça ici et les joueurs vont pouvoir améliorer leur deck. 2 modes pour pouvoir améliorer son deck, soit on retire une carte de sa défausse et on la bannit, ou alors on rajoute une carte sur les améliorations et on la met directement dans notre deck, ce qui nous permet de récupérer encore cette carte et essayer de faire un petit punchy à l'intérieur. La particularité du jeu, c'est que vous évoluez sur un panorama qui permet de retourner, de détourner, etc. Vous allez aussi avoir différents boss qui vont vous permettre d'apporter une replay value, etc. Et ça vous permet d'avoir un petit effet qui se coule, qui vous permet d'avoir une surprise quand vous retournez. Vous ne savez pas ce qui se passe vous retournez la carte et non, finalement il vous attaque ou alors il contre-attaque, etc. Gardez en tête que vous allez avoir plusieurs petits paquets qui sont comme ici, différents petits paquets de cartes qui vous montrent, en plus ça fait du bruit, qui vous montrent plusieurs panogrammes ainsi que différents unités. On passe maintenant aux points positifs. Il y en a toujours des points positifs et des points surtout négatifs. Alors premier point positif ici du jeu, c'est un deck building qui vous permet vraiment de partir sur de la baston, des parties très rapides et avoir ce petit côté God of War que vous retrouvez un tout petit peu dans ce deck building, c'est-à-dire la frénésie ainsi que la furie, puisqu'au fur et à mesure que vous allez taper, vous allez augmenter votre furie, l'oiseau de tonnerre pour Atreus, ainsi que la rage spartiate par exemple, pour Kratos. C'est un deck building très accessible, c'est un deck building qui apporte l'innovation de retourner des panoramas, donc ça c'est vraiment intéressant, et c'est un jeu qui vous permet de deck builder assez facilement avec des cartes qui sont retournées. Maintenant on passe aux points négatifs. Effectivement il y a des points négatifs un peu partout, vous le savez maintenant. Les points négatifs dans ce jeu, alors il y en a plusieurs malheureusement. Il y a déjà l'effet surprise et l'effet waouh qui s'estompe dès lors que vous allez rejouer le même et la même quête, puisque le jeu vous permet de jouer des quêtes et ensuite pour arriver au boss il va falloir faire des quêtes. Maintenant si vous tirez des quêtes aléatoires et que ce sont les mêmes et au fur et à mesure du jeu, forcément ça va être les mêmes, ça va être un peu compliqué puisque le panorama vous savez que vous allez aller là-bas pour pouvoir taper, puisque finalement si vous tapez ici, il va falloir détruire la colonie avant de faire ça, parce qu'il y a un effet combo qui se met. Donc voilà, on perd la notion de surprise. Ce qui me dérange aussi un peu là-dessus, c'est le design des cartes. Voilà, moi je voulais vraiment avoir des cartes qui me permettraient de me renforcer un peu plus dans le monde viking, dans le monde nordique, comme dans le jeu vidéo. Force est de constater que uniquement le panorama permet ceci, mais les cartes, sur de la tatane, on aurait aimé peut-être avoir des illustrations avec une hache qui tape, on aurait aimé avoir pour le blocage quelqu'un qui bloque, etc. Donc c'est vraiment dommage. On reprend l'esprit du jeu vidéo, mais le design jeu vidéo ne colle pas vraiment sur le jeu de cartes. Ça c'est vraiment un avis personnel.
mais je trouve vraiment très fade. Et surtout, il faut aussi souligner le fait que le dé peut vraiment vous maudire concrètement, c'est-à-dire que vous allez lancer le dé, et si vous faites un 5, et normalement, voilà, un 5 suffirait pour pouvoir attaquer, et que vous faites un 5 sur le dé, l'autre va contrer bien toute votre attaque, et bien votre partie va rien pouvoir se faire parce que vous vous déplacez qu'une fois. Vous pouvez ensuite essayer d'optimiser un peu votre main, mais c'est un peu compliqué puisque le hasard fait que le dé des fois peut tout le temps tomber sur 5, vous bannir, et ça rend vraiment des parties très obsolètes et surtout très frustrantes. Alors faut-il aller maintenant sur God of War? Alors c'est mi-figue, mi-raisin. Si vous aimez les jeux de deck building, mais surtout si vous aimez, je dirais, God of War, je pense que vous pouvez vous laisser séduire là-dessus puisque l'aspect panorama m'a vraiment plu à l'intérieur. Le côté surprise où on retourne des cartes qui reviennent ensuite par la suite ou par des effets de cartes, ça c'est vraiment très sympa, il n'y a aucun problème dessus. Et le travail sur le deck building assez rapide est très bien fait, donc ça je reviens pas dessus. Maintenant, en deck building pur, à licence, il y a carrément mieux à côté. Je passe sur vraiment tous les trucs qu'on connaît, les Marvel, les Legendary et autres choses qu'ils pourraient faire. Maintenant, c'est vraiment très compliqué parce qu'il y a carrément mieux qui se fait à côté. Donc je dirais, si vraiment vous êtes un gros fanat de la licence et que vous aimez le genre deck building, allez-y. Maintenant, si vous êtes comme moi, fanat du deck building, God of War vous aimez bien, mais uniquement sur la console comme moi, je pense que vous pouvez passer votre chemin parce que c'est pas non plus un indispensable dans le genre. Et il y a clairement mieux à côté, bien qu'il apporte vraiment des innovations sur le panorama. Mais le panorama s'estompe dès lors que vous allez réussir la quête. Donc malheureusement, c'est un petit pétard mouillé. Et on finit enfin avec le Zombicide Invaders. Faut-il encore rappeler le Zombicide, qu'est-ce que c'est? Et surtout quand est-ce que ça a été sorti et décliné en univers moyenâgeux, civil et surtout des orques? Et bien là, on revient avec une version science-fiction. Allez, venez voir avec moi ce qui s'y passe. Dans cette version science-fiction, je vous ai mis ici une mise en place vraiment très standard et très basique pour vous expliquer grosso modo comment ça joue. Si vous êtes affinitaire à Zombicide, ça va se jouer de la même manière. Et si vous n'êtes pas affinitaire à Zombicide, restez quand même ici dans cette vidéo parce que je vais vous montrer comment ça se passe. Alors on récupère déjà, petite nouveauté, soit des civils qui sont ici en jaune, qui est Monsieur Cole avec une petite tête de civil, ou alors des guerriers, des gardes, qui est ici Jarrett en rouge, qui a un symbole garde. La particularité, c'est qu'on va avoir moins de points de vie, on va en avoir 2 sur les civils, et plus de points de vie chez les guerriers, on va en avoir 3 chez les gardes. Autre particularité, les gardes vont pouvoir fouiller uniquement dans des salles rouges, là où les civils vont pouvoir fouiller dans n'importe quelle salle. Ça, c'est très important de dissocier les deux et de dissocier deux classes. Alors, comment se joue Zombicide? Toujours, on va avoir ces actions qui sont standards, à savoir on peut se déplacer, on peut chercher directement, fouiller pour trouver des ratios directement pour les mettre ici pour gagner plus de XP. On va pouvoir tirer, donc pour pouvoir tirer, on va avoir la particularité ici dans ce Zombicide, c'est qu'on ne peut pas tirer si on est à l'extérieur, on peut uniquement taper directement. On va pouvoir tirer par contre à l'extérieur, on va avoir toujours avec le pistolet mitrailleur par exemple ici le range, donc la portée minimum ainsi que maximale. On va avoir le nombre de dés à lancer et surtout le chiffre à faire et le nombre de blessures qu'on va faire. Par exemple ici le pistolet mitrailleur me permet de lancer 2 dés sur 5 plus, je tue par exemple celle-ci. Donc je lance, je fais 6 et 4, bien évidemment si j'avais fait double 6 et qu'il y avait 2 personnes ici, je les tue directement et j'augmente directement mon ratio par rapport au nombre de morts. Gardez à l'esprit qu'ils ont refait tout un redesign très sympa, à la fois sur les tuiles ainsi que sur les monstres. Petite nouveauté aussi et petite particularité, c'est que vous pouvez contrôler des drones si vous avez l'habilité de contrôler des drones. C'est très important et c'est super sympa et rafraîchissant, moi dans ce Zombicide Invaders, ce que j'ai aimé. Particularité et nouveauté aussi, c'est qu'on peut détruire une abomination sans le cocktail Molotov ou alors la bile du dragon, etc. qu'on faisait flamber avec une torche. C'est qu'on peut faire une action de concentrer ses tirs. Alors, concentrer ses tirs, c'est quoi? C'est-à-dire qu'au lieu de lancer 2 dés sur différentes personnes comme je l'ai pu faire auparavant, et je vais me dire que par exemple ici, sur le Fati, qui comporte 2 points de vie, je vais concentrer mes tirs. C'est-à-dire que si je lance mes 2 dés et que je fais 2 réussites, le Fati est directement mort. Ça, c'est très sympa parce que ça nous permet justement de ne pas passer notre temps à chercher ou alors essayer de partir, etc. Autre nouveauté aussi, c'est le slime qui fait son apparition. Le slime, qu'est-ce que c'est? C'est ce que va laisser, l'abomination en avançant. C'est-à-dire que lui, il va avancer, il va mettre à chaque fois du slime où il avance. Petite particularité dessus, c'est que le slime va vous permettre justement de ne plus fouiller là-dedans, ça va être obsolète, mais surtout, ça va aussi rendre la chose très hasardeuse quand vous allez finir votre partie, c'est-à-dire que si on a 2 points de spawn qui se rassemblent jusqu'à ici par exemple, vous perdez directement la partie, il y a une invasion qui se fait directement dessus. Donc gardez à l'esprit que c'est un jeu qui est très frénétique, très nerveux, très rapide et surtout très dur.
Une fois que tous les joueurs ont joué, bon, on récupère une carte, voilà, on voit que là il y a une invasion fongique, c'est-à-dire quand il y a une invasion fongique, on met directement, les monstres pop directement ici sur les invasions qui sont des fonges en fait, donc ça c'est vraiment important. Et on met un chasseur par exemple ici dans chaque chose. Les chasseurs sont les runners, etc. Je ne vais même pas rester là-dessus directement. Une fois que vous avez fait tout ceci, vous essayez de développer vos scénarios, de faire plein de choses. Bien évidemment, vous allez gagner des compétences supplémentaires. Plus vous allez tuer des gens et plus voilà, ça va vous permettre d'avoir plus de monstres, etc. Donc il y a plusieurs choses qui se font à l'intérieur. C'est très sympa, c'est très frénétique et c'est surtout compliqué pour gagner. Allez, maintenant on passe aux points positifs et négatifs, mais nous allons commencer par les points positifs. Alors le premier point positif et l'ensemble des points positifs qu'on va retrouver dans le Zombicide Invaders, eh bien c'est des règles un peu plus punchy, un peu plus touffues. Moi je vois ça comme étant le Zombicide qui aurait dû être vraiment en fait quand la gamme était sortie. C'est-à-dire qu'on peut concentrer ses tirs, on peut toucher ses ennemis, on a l'invasion fongique qui nous rapporte quand même du punch et surtout des choses voilà, très frénétiques. On est pris par le temps. On va essayer d'avoir différentes classes qui sont de chercher ou alors d'avoir des points de vie supplémentaires. On va avoir des objectifs à faire, etc. Donc voilà, il y a plein de très bons points positifs. Ça fédère les gens. Zombicide est un jeu qui vous permet voilà, de rentrer assez vite dans le bain dans les jeux de société. C'est très sympa. Celui-ci ne déroge pas à la règle. L'univers science-fiction, il joue beaucoup. Voilà, petite particularité, on peut tirer à l'intérieur, mais on ne peut pas tirer à l'extérieur. On sort à l'extérieur avec des zones d'oxygène, sinon c'est compliqué. Donc voilà, il y a de très bonnes idées. C'est un zombicide qui est très complet pour ma part et qui apporte vraiment de réelles nouveautés avec notamment la fonge, le fait de concentrer ses tirs et d'autres points de règle qui permettent de redorer vraiment la notion de zombicide. Allez, maintenant on passe aux points négatifs du jeu. Il y en a quand même, les points négatifs, on ne va pas les oublier. Alors dans son ensemble, Zombicide a différents points négatifs. Il a déjà le point négatif du côté aléatoire. Aléatoire au dé, aléatoire aussi sur le tirage qui peut écourter vos parties. C'est quelque chose que vous savez quand vous êtes adepte de l'améritrage comme moi je suis fanat, mais il est quand même important de le signaler dans chaque jeu en point négatif parce que ça peut vous rendre des parties très frustrantes sur l'aléatoire. Très on a ce côté aussi dans les points négatifs d'avoir le syndrome du joueur alpha. Pour ceux qui ne connaissent pas, le joueur alpha, dans tout coop qui se respecte et surtout dans des très gros coop où tout est basé dedans, eh bien c'est le syndrome du joueur leader qui va vous dire non, il faut faire ça sinon on a perdu. Et effectivement, ce syndrome se fait sentir encore une fois ici, pour la simple et bonne raison que le joueur le plus expérimenté va encore vous donner des ordres et vous allez rester autour de la table en disant mais finalement je ne joue pas, ça ne sert à rien, je te donne mes pions et puis tu te démerdes avec tout ceci. Gardez en tête que c'est un jeu qui est encore une fois cher, avec un prix très élevé, bien que les figurines sont de très bonne qualité, ainsi que les tuiles. C'est un jeu qui coûte quand même une centaine d'euros, donc ce n'est pas non plus négligeable. Alors en conclusion, est-ce que je recommande finalement ce Zombicide Invaders? Alors si vous êtes vraiment adepte et si vous collectionnez les zombicides, je pense que vous allez pouvoir vous ruer dessus et vous n'avez pas besoin de cette vidéo pour vous dire et vous persuader d'aller acheter ce Zombicide Invaders, puisque c'est un must-have pour vous. Maintenant, si vous cherchez un jeu coopératif avec des figurines et que vous rentrez dans une Ameritrash ou alors vous hésitez entre les gammes de zombicides, eh bien, si l'univers vous importe peu, moi je vous dis finalement partez sur celui-ci puisque le Zombicide Invaders est bien évidemment le plus complet de la gamme avec notamment des règles qui ont été réécrites, l'ajout de la fonge, l'ajout des pop qui permettent justement de vous prendre au dépourvu ou alors de spawner directement dans des fonges, le fait d'avoir différentes classes, d'avoir différentes compétences, de prendre le contrôle des drones, de pouvoir concentrer ses tirs. Nul doute que ce Zombicide permet à lui tout seul de prendre l'ensemble des choses et des améliorations et nouveautés qui ont forgé les nouveautés de la gamme et d'en faire une collection très complète. Donc si vous êtes adepte des zombicides, vous pouvez foncer dessus. Si maintenant vous cherchez un jeu d'améritrage de coop, vous pouvez aussi aller dessus les yeux fermés tout en gardant à l'esprit que celui-ci est vraiment le plus complet, je le répète, de la gamme si vous faites abstraction bien évidemment de l'univers proposé. Et voilà, cette vidéo prend fin. J'espère que cette première édition de Jeux Talk vous a plu. Et en tout cas, moi, elle m'a permis de vous proposer quelque chose de plus reluisant avec un habillage vraiment totalement différent et j'espère que ce premier numéro en tout cas sera très apprécié, donc mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et surtout discutez aussi sur les différents jeux s'il y a un manquement ou des questions dont vous voulez en faire part. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook, les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, mais surtout vous abonner à YouTube et surtout cliquer sur la petite cloche qui vous permettra bien évidemment d'être au courant de toutes les choses qui se passent dedans. D'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Jouez bien, des bisous partout, à bientôt, ciao ciao.